troisième séance du cycle sur l'art contemporain. Nous avons eu une première séance avec Christian R, qui nous a non pas dressé un panorama de l'art contemporain, mais nous a donné, je crois, des clés de lecture qui nous ont été précieuses à partir d'un certain nombre d'exemples qu'elle avait choisis pour leur radicalité, de manière à justement nous faciliter un petit peu la compréhension dans les recherches qui étaient menées par un certain nombre d'artistes. La deuxième séance nous a permis de pénétrer un peu dans le marché de l'art, et de l'art contemporain, et de l'art contemporain des artistes vivants, à travers une entrée, parce que le marché de l'art c'est assez vaste, et c'est une galériste donc, qui est venue en deuxième séance nous parler de sa problématique à elle en tant que galériste, sa relation avec les artistes, le choix des œuvres, la scénographie, comment est-ce qu'elle mettait en scène les œuvres qu'elle avait choisies, les artistes qu'elle avait elle-même choisis. Donc cet artiste Colette Collard, une galerie qui s'appelle l'Univers, et nous avons en troisième séance une séance consacrée à l'art brut. Et nous avons la chance d'avoir avec nous ce soir Françoise Menin, qui accessoirement est une voisine qui habite le 14e, et ça nous fait plaisir, puisque nous sommes l'université populaire du 14e, mais surtout une spécialiste de l'art brut. Françoise Menin, vous êtes historienne, diplômée d'art de la Sorbonne, critique d'art, rédactrice en chef d'une revue Art Tension. Alors il y avait quelques exemplaires sur la table à l'entrée. Vous avez ici le dernier numéro, mai-juin. C'est un numéro qu'on peut trouver dans toutes les bonnes librairies d'art. Et vous êtes également écrivaine, vous avez publié un certain nombre d'ouvrages, et donc vous êtes considérée comme l'une des meilleures spécialistes de l'art brut. On a, à travers notamment la première séance, entendu un certain nombre de choses par rapport à ce qu'on appelle l'art contemporain, qu'il fallait y voir derrière les démarches des artistes une intention, un projet qui se révélait souvent assez provocateur, volontairement provocateur. Que l'œuvre pouvait être dématérialisée, éphémère, que ce pouvait même être une idée, qu'à l'extrême, ça pouvait prendre la forme d'une notice mode d'emploi, charge aux clients de créer l'œuvre à travers de la notice. Nous aimerions ce soir comprendre ce que représente l'art brut, qui s'inscrit certainement dans une démarche qui n'est pas conceptuelle, qui est différente, vous nous direz qu'elle est sans doute faite d'intuition et d'instinct. C'est une forme de création populaire et autodidacte, mais évidemment je n'en dis pas plus. Donc je vous laisse la parole pour nous parler de l'art brut. J'ai eu plein de compliments, il va falloir que je sois à la hauteur. On va essayer. On a la chance d'avoir un sujet magnifique. Alors ça peut sembler très paradoxal de dire que je suis spécialiste de l'art brut, puisque l'art brut
a été très longtemps et encore jusqu'à très récemment un domaine où on pouvait respirer un petit peu justement parce qu'il n'y avait pas de spécialistes et on pouvait rentrer dans les œuvres sans avoir besoin de lire des catalogues de 700 pages d'épaisseur. Donc j'espère que ça va continuer et je pense que de toute façon, en voyant les œuvres, vous aurez tous la possibilité très simplement et très naturellement de vous faire une opinion. C'est peut-être pour ça que moi l'art brut me passionne, c'est parce qu'on peut se passer de beaucoup de monde. Alors, je vais quand même vous parler, mais j'espère que ce ne sera pas ennuyeux. Je vais surtout vous montrer quelques images en repère, mais peut-être vous fréquentez des lieux comme la Halle Saint-Pierre à Paris, la Maison Rouge, où il y a eu régulièrement des très bonnes expositions de ce qu'on appelle l'art brut. On a aussi quelques galeries, la plus fameuse qui s'appelle Christian Bers, qui est derrière le centre Pompidou, et qui montre des choses de grande qualité. Et puis quand il y a des foires, il y a même une foire depuis 5 ans à Paris qui s'appelle Outsider Art Fair, qui se déroule en octobre tous les ans, et on a tous les galeristes qui s'intéressent à cette forme de création, qui apportent des choses tout à fait étonnantes. Pour l'instant, dans une ambiance très bon enfant, parce que c'est un domaine où, à part quelques exceptions, l'argent a encore assez peu de prise sur la création, mais on le verra au cours de l'exposé, c'est des choses qui sont en train de changer un petit peu obligatoirement, parce qu'à partir du moment où on reconnaît une forme de création, on a envie de la posséder pour certains, et donc il y a un marché qui se met en place. En tout cas, on finira en parlant de ça, parce que c'est certainement la chose peut-être la moins importante. En tout cas, en introduction, je vous ai mis 2 images, parce que quand on parle d'art brut, il y a 2 personnes qui sont un petit peu les Léonard de Vinci et qui reviennent toujours. Le premier, c'est Adolphe Wölfli, qui était un garçon de ferme en Suisse au tout début du XXe siècle. Et Wölfli est quelqu'un qui était interné à 30 ans parce qu'il tenait des propos incohérents, parce qu'il avait été accusé d'attentat à la pudeur. Il faut se remettre dans le contexte des années 1900-1910. Hein, c'est évident que voilà, des gens qu'on a internés à cette époque-là dans un petit village suisse avec une culture très protestante, ne sont peut-être pas des gens qu'on aurait internés de la même manière aujourd'hui. Mais en tout cas, le contexte est celui-là. Et ce garçon vaché va donc être enfermé à l'âge de 30 ans et jusqu'à la fin de sa vie, 40 ans plus tard, il va rester dans un hôpital psychiatrique. Et dans cet hôpital, il va construire une œuvre qui est constituée de plusieurs milliers de dessins en crayon de couleur qui sont un petit peu dans cet esprit de construction géométrique, d'architecture, avec des partitions de musique. C'est quelqu'un qui va inventer une manière d'écrire la musique, qui va inventer un alphabet aussi, et qui va, avec cet alphabet et ce système de portée musicale inédite, construire tout un monde pendant plus de 30 ans, presque 40 ans, et le laisser, et ce monde va être préservé parce qu'il y aura dans les années 20 un psychiatre qui va se dire que peut-être qu'il ne faut pas faire ce qu'on fait toujours dans les hôpitaux psychiatriques à cette époque, c'est-à-dire détruire tout ce qu'on peut trouver dans la cellule d'un patient en estimant que ce sont des choses sans intérêt. Donc ce monsieur Wölfli a eu la chance d'avoir un médecin en 1920, dans les années 20 qui va écrire un livre sur lui et qui va sauver son œuvre. D'où un petit peu cet aspect d'icône comme ça qu'il a, puisque c'est un des premiers dont on a respecté l'œuvre. Et la deuxième, c'est une femme également en Suisse. Alors là, on pourrait longtemps parler de l'intérêt de la Suisse pour le domaine de la psychiatrie, mais en tout cas, le fait est que le premier musée d'art brut ouvrira en 1976 et ce sera à Lausanne. Et cette femme qui s'appelle Aloïse Corbaz, elle aussi va être internée au tout début du XXe siècle parce qu'elle a des crises qui sont apparentées à ce qu'on appelle le délire, parce qu'elle était gouvernante, chanteuse d'opéra à la cour d'Autriche-Hongrie, et elle est tombée follement amoureuse de l'empereur d'Autriche, et donc elle lui a écrit des lettres enflammées. Et même chose à l'époque, la famille a eu peur du scandale, on a enfermé Aloïse. Au bout de quelques années, on lui a proposé de quitter l'hôpital et elle n'a jamais voulu. Elle a décidé une fois pour toutes que le monde de l'extérieur ne lui convenait pas. Et elle a vécu toute sa vie en devenant la blanchisseuse d'un hôpital psychiatrique et en dessinant en cachette jusqu'à ce qu'également un médecin qui s'occupait d'elle découvre dans la buanderie cachée des piles et des piles de dessins et fasse valoir cette œuvre et finalement travaille avec elle à la fin de sa vie et même lui organise des expositions. Donc vous voyez, un garçon vaché d'un côté, une buandière de l'autre et qui propose des images. Au début du XXe siècle, mettez-vous dans l'ambiance, hein, il y a le cubisme avec Picasso, il y a le surréalisme qui va bientôt naître, il y a des mouvements de tout l'art moderne et de l'avant-garde qui sont en train de se mettre en place. Et au même moment, on se rend compte, dans un tout petit milieu, que peut-être il y a des créations qui sont passées très loin des écoles des beaux-arts et qui sont peut-être dignes d'intérêt.
Donc voilà la mise en bouche avec ces deux grands personnages qui sont des belles pointures sur lesquelles maintenant on a beaucoup de documents. Pour le reste... Pouvez-vous nous épeler les deux noms? Alors, Wölfli, c'est W-O-L-F-L-I. Et Aloïs Corbaz, C-O-R-B-A-Z. On commence seulement, depuis une dizaine d'années, à l'appeler par son nom de famille. On a toujours dit Aloïs, un petit peu comme Séraphine de Senlis, qu'on a toujours appelé Séraphine, puisqu'on considérait donc ce type de créateurs comme des gens qui n'étaient pas des adultes, et donc on ne leur donnait pas un statut d'adulte, donc on supprimait notamment des noms de famille. Aujourd'hui, vous avez une énorme collection à l'hôpital Sainte-Anne, et tout ce qui a été préservé jusqu'en 1955 à peu près, on a des archives qui sont sous X ou avec juste un prénom. Donc on a potentiellement des artistes étonnants dont on ne connaîtra jamais l'identité. Donc voilà, là je vous parle de deux personnes qui ont été internées en psychiatrie. Vous allez voir que le concept d'art brut, qui est une expression qu'on va employer à partir de 1945, va englober non seulement ce type de production, mais ça va s'ouvrir un petit peu à d'autres types de créateurs qui seront tous des autodidactes et qui seront tous des gens particulièrement isolés. Des choses qu'on va trouver dans les prisons, des choses qu'on va trouver dans les fermes en montagne où il y a des bergers qui montent pour 6 mois avec les troupeaux et puis qui dessinent. Donc des choses qui, à une autre époque, auraient été peut-être apparentées à l'art naïf, mais qui portent en elles, dans les systèmes de couleurs, de graphisme, de liberté de représentation, d'autres choses que le désir de représenter le monde ordinaire. Donc voilà, à partir du milieu du 19e siècle, on a quelques collections dans quelques hôpitaux psychiatriques qui vont exister en Grande-Bretagne, en Écosse, en France, ça va être Villejuif qui deviendra l'hôpital Sainte-Anne. Il y a comme ça quelques collections. Alors on ne parle pas encore à l'époque de collections d'art, bien sûr, on parle de matériel c'est pas pathologique, matériel thérapeutique. C'est-à-dire qu'il y a quelques médecins qui gardent des choses qu'ils ont trouvées, non pas parce qu'ils pensent que ce sont des choses de qualité, mais parce qu'ils pensent qu'à travers ces dessins, on va pouvoir identifier une pathologie et soigner une personne. Et grâce à ce réflexe, il y a des collections à partir de 1860 donc, qui sont conservées. Et il y a eu, il y a quelques mois, une exposition absolument exceptionnelle à la maison de Victor Hugo à Paris. Et cette exposition, justement, reprenait les corpus de 4 hôpitaux en Europe, qui sont les 4 plus anciennes collections. Il y avait par exemple ce petit dessin qui était présenté dans cette exposition. C'est des choses qu'on n'avait jamais exposées jusque-là. L'exposition était vraiment exceptionnelle. Ce petit bateau était aussi présenté à la maison Victor Hugo, ou encore ce dessin étrange avec tous ces entremêlés, ça faisait même l'affiche, vous l'avez peut-être vu dans les rues de Paris. Donc il existait comme ça quelques ensembles dans des hôpitaux. Il faut savoir que la première exposition qui va être présentée, on estime qu'elle a été présentée en 1900 à Londres, c'est la plus ancienne, dans laquelle on a fait rentrer un grand public en disant venez voir ces œuvres-là. 1945, c'est la première fois qu'un peintre qui s'appelle Jean Dubuffet va employer l'expression art brut, qui va devenir finalement la famille de ces œuvres-là. Et 1976, c'est la première fois qu'on va ouvrir un musée au public en Suisse, à Lausanne, qui s'appelle la collection d'art brut. Il faut savoir qu'en France, la première collection publique qui va ouvrir, c'est 2010. C'est une collection privée faite par 3 artistes. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont entendu parler de La Racine. C'était un groupe de 3 artistes qui se sont installés dans les sous-sols d'une maison à Neuilly-sur-Marne, que la mairie leur avait prêtée, et qui ont réuni là une collection. Et cette collection a été donnée en 2010 au musée du Villeneuve-d'Ascq, qui a ouvert une section art brut. Donc maintenant, on peut dire en France qu'on a une collection importante, enfin, grâce à ces 3 artistes qui ont tout donné et qui sont absolument admirables, parce que tout donné en 2010, c'était un moment où ce type d'œuvre d'art commençait pour certaines à avoir une valeur marchande, et ils ont tenu la promesse qui s'était faite, ils ont tout offert. La très grosse collection qui est en Suisse aujourd'hui, elle avait été proposée par Jean Dubuffet qui l'a réunie à la ville de Paris en 1969, qui a dit mais ce sont des choses qui n'ont absolument aucun intérêt et on n'en veut pas, ça va nous encombrer. Ouais, c'est pas forcément simple non plus de voir clair quand on a des œuvres. Dans le domaine de l'art contemporain, vous l'avez peut-être vu récemment dans une conférence, mais quand on est face à des œuvres, qui peut dire c'est génial, ça fait partie de notre histoire de l'art. Même les plus grands, c'est pour ça quand on parle de spécialistes, les plus grands spécialistes ont laissé partir les impressionnistes aux États-Unis et l'art brut en Suisse. Donc voilà, c'est pas évident du tout. Je crois qu'il faut quand même quelques siècles pour être sûr de son jugement.
Alors à propos de cette histoire, donc voilà, pour en finir à cette petite introduction historique, il faut savoir que donc on a perdu l'essentiel des choses, puisque très peu d'hôpitaux au début ont gardé les choses, très peu de patrons très peu de fermiers ont conservé, quand ils trouvaient dans une bergerie des choses faites par un de leurs ouvriers, ont conservé ce qui était là. Donc on a perdu beaucoup de choses et on a conservé un certain nombre de choses grâce aux collections qui sont mises en place, mais en plus on est en train de découvrir énormément de choses. Il y a des continents entiers sur lesquels le concept d'art brut n'a pas encore été formulé, identifié et recherché. Et la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, la France, l'Italie ont pris conscience de ce phénomène dans les années 40, 50, 60, peut-être même un petit peu avant, si la Seconde Guerre n'avait pas interrompu. Il y a un petit bruit un peu. Non, ça va, c'est lui qui chauffe. Mais il y a des tas de pays où on est en train juste de se rendre compte de richesses qui sont là. En Russie, par exemple, c'est tout à fait récent, dans fin des années 80, qu'on a trouvé ce personnage incroyable qui s'appelle Lobanov et qui a passé son temps à faire des dessins d'armes et de trophées en mettant sa propre photo au milieu. En Italie, ça c'est quelqu'un qu'on a rencontré, on a découvert très récemment. Il y a un jeune chorégraphe, acteur qui s'appelle Gustavo Giacosa et qui a commencé à monter des expositions d'art brut et qui s'est dit je vais aller chercher un petit peu du côté des villes du nord de l'Italie, et il est tombé dans un musée de l'armée sur un ensemble de sculptures comme celle-ci d'un personnage qui s'appelait Torres, qui est un soldat qui avait fait une grave dépression après un chagrin d'amour et qui avait été enfermé non pas en hôpital psychiatrique lui mais en prison, et qui a passé sa vie à sculpter les os qu'il allait récupérer à la cuisine pour en faire des sculptures comme celle-ci dans les années 1920. Donc voilà, des choses tout à fait étonnantes. Ça, Gustavo Giacosa l'a trouvé il y a moins de 10 ans. Il a présenté cette pièce à la Saint-Pierre il y a moins de 10 ans. Donc pour vous dire qu'il y a encore plein de choses à découvrir. Dernier exemple, ça c'est un exemple parisien, un personnage qui s'appelle Marcel Storr, qui était un balayeur dans le bois de Vincennes, et qui a disparu il y a une trentaine d'années en demandant à sa femme, qui était concierge dans un collège parisien, de brûler tous ses dessins, parce qu'il estimait qu'en tant que balayeur, il n'avait pas à produire une œuvre, il n'était pas passé par une école d'art, donc il fallait faire disparaître ces choses qui étaient abominables. Sa femme les a pas fait disparaître, elle les a données à la professeure de dessin du collège, et la professeure du collège de fil en aiguille a fait reconnaître cette œuvre, et qui est aujourd'hui maintenant regardée et approchée par les plus grands collectionneurs d'art brut, ce qui fait un petit peu mal au cœur aussi. Il y a plein d'histoires compliquées autour de ces artistes, parce que c'est vrai qu'il y a notamment un historien de l'art formidable qui s'appelle Laurent Danchin, qui est la personne la plus importante en France, qui a travaillé sur l'art brut, qui a fait le petit découverte Gallimard sur l'art brut qu'on trouve encore. Et Laurent Danchin a consacré 3 ou 4 ans de sa vie à faire l'histoire de ce balayeur et à réunir les œuvres et à monter une exposition très belle qui avait eu lieu à la Maison de la Poésie à Paris. Et en échange, les détenteurs de l'œuvre avaient dit on donnera tout à la ville de Paris parce que voilà, on est les dépositaires d'un trésor. C'était sans compter sans des grands marchands américains qui sont arrivés en disant mais c'est génial, on achète tout. Et donc encore une œuvre qui nous a... Ah ouais, je suis trop longue sur ces introductions. Le dernier exemple de gens qu'on a découvert très récemment, ce Tchèque qui s'appelle Lubo Sprny, qui est quelqu'un qui a toujours été refusé aux Beaux-Arts de Prague parce qu'on estimait qu'il n'avait pas le profil, il n'avait pas l'équivalent du bac, donc on lui a interdit l'accès aux Beaux-Arts. Il est rentré aux Beaux-Arts par la petite porte parce qu'il est très sculptural, et donc il est allé poser à l'école des Beaux-Arts comme modèle, et ça lui a permis d'avoir du matériel et de récupérer à droite à gauche et de construire une œuvre tout à fait étonnante, tout à fait inclassable par rapport à des choses qu'on peut connaître. Et puis un exemple très récent en France aussi, qui est ce personnage, Karl Baudelaire, qui est un Marseillais qui a été longtemps ouvrier dans l'imprimerie, puis veilleur de nuit, et qui dessine au stylo bille des autoportraits tout à fait incroyables, qui font 1,20 m de haut, qui sont rentrés il y a 2 ans dans la collection de Lausanne. Donc vous voyez qu'on découvre encore des tas de gens, notamment dans les maisons de retraite, notamment du côté des SDF. Partout où vous avez un isolement très fort, vous allez avoir des univers comme ça qui vont surgir, qui sont très, très personnels. Voilà, alors, voilà pour ce qui est du contexte. Ce fameux art brut, donc le mot est trouvé par un peintre qui s'appelle Jean Dubuffet en 1945. Il va créer même une compagnie de l'art brut pour rechercher ce type d'œuvre. Et on va commencer à faire comme ça des corpus, des collections, des articles.
Et pendant très longtemps, jusqu'à la fin des années 1990, le point commun de tous les chercheurs qui travaillent dans ce domaine, c'est de dire ce sont des gens qui sont tellement isolés qu'on va avoir des œuvres absolument personnelles, qu'on ne peut pas raccrocher à aucune famille. On ne peut pas dire qu'il y a un courant art brut, on peut dire qu'il y a des gens qui appartiennent à l'art brut, mais on ne peut pas définir les œuvres. Ça a été la position, même le plus grand spécialiste au monde, qui s'appelle Michel Thévaux, qui était le premier conservateur de la collection de Lausanne, a dit jusque dans les années 1990, chacun de ces artistes a un système propre, incomparable aux autres. On l'a longtemps pensé, et depuis la fin du XXe siècle, on s'est quand même rendu compte, à force de faire des collections, que peut-être quand même, au milieu de ces choses très diverses et très originales, on pouvait sortir quelques points communs qui sont propres à ces artistes. Alors, je vous en proposerai 4. J'ai tendance à parler beaucoup, si à tout moment vous voulez réagir, hein, je vous laisse volontiers intervenir, parce que vous avez certainement, déjà certainement en train de penser dans votre entourage que vous connaissez peut-être un artiste brut, et il y a peut-être des choses aussi que je ne formule pas de la manière idéale, donc je vous encourage vraiment à intervenir. Sinon, j'avance un petit peu. Donc, dans ces 4 points fixes qu'on pourrait mettre en valeur, le premier, c'est certainement la question de la récupération et du bricolage. Parce que le point commun de toutes ces personnes, c'est quand même le dénuement. Ce sont des gens qui n'ont pas d'atelier, qui n'ont pas de matériel et qui n'ont généralement pas de moyens. Et ça oblige à être astucieux. Je ne sais pas si vous avez déjà lu les textes des anthropologues, notamment de Lévi-Strauss, sur la notion de bricolage, sur l'imagination qui est nécessaire pour survivre. Et là, on a affaire vraiment à des gens qui sont dans un univers où rien ne se perd. Hein. On est dans le ramassage de tout ce qui peut être possible et imaginable. Ici, on a une carabine d'un monsieur qui a 87 ans aujourd'hui, qui s'appelle André Robillard, et qui a longtemps travaillé dans une station de pompage et de recyclage des eaux usées, et donc il y avait des tuyaux de plomberie. Et à partir de ces tuyaux de plomberie, il a commencé à faire des carabines, et puis là, vous connaissez peut-être le pédalier d'une bicyclette ou différents objets qu'il a pu trouver et qu'on lui apporte aussi maintenant. Il habite à côté de Fleury-les-Aubrais, comme les gens le connaissent bien maintenant, et quand il sort de chez lui, généralement il y a des caisses avec des petits objets dont on pense qu'il peut en faire quelque chose. Il y a un certain nombre de formats et de couleurs qui sont propres à Robillard, donc quand on le connaît, il y a des choses, quand on les trouve, on se dit là, ça c'est... Donc voilà, c'est vraiment de la récupération. Ça peut devenir très ludique quand les gens après sont dans leur univers, ont réussi à sublimer ce dénuement et à partir dans la création d'une œuvre. Ça peut aussi être extrêmement misérable. La collection de Lausanne est très très émouvante. Et je crois que tous les gens qui l'ont découvert pour la première fois avaient très souvent les larmes aux yeux parce qu'on sent la démunition. C'est un petit peu la fameuse Séraphine de Senlis qu'on a classée dans l'art naïf, puisque c'était avant l'invention du concept d'art brut. C'est quelqu'un qui travaillait en écrasant des fleurs, en récupérant du charbon pour faire ses pigments. Enfin voilà, ça participait de cette logique. Alors, Robillard, c'est un bon exemple de ce type de récupération. Il y a comme ça des personnages tout à fait incroyables dans la récupération, dans l'astuce. On pourrait faire la conférence uniquement sur les bricoleurs de génie. Ça, c'est un endroit inouï. Si vous allez un jour en Bourgogne dans l'Yonne, dans un petit village qui s'appelle Dissy, il y a un musée privé qui s'appelle La Fabuloserie. Et dans cet endroit, il y a eu un architecte qui s'appelait Alain Bourbonnais qui a sauvé vraiment un certain nombre d'œuvres, puisque lui, il s'est intéressé à ce phénomène dans les années 70. Donc il y avait encore très peu de gens qui s'intéressaient à cet art brut. C'était vraiment une poignée de chercheurs amoureux de ces créations. Et ça, c'est un manège qui avait été construit à 200 km de là où il est aujourd'hui, par un garçon de ferme qui était sourd-muet, qu'on appelait jusqu'à encore quelques années Petit Pierre. Aujourd'hui, on commence à l'appeler Pierre Avzar. Et Pierre Avzar, comme il était sourd-muet, avait été vraiment mis de côté dans son village et a commencé à récupérer des boîtes de conserve à partir desquelles il a fait des automates. Et c'est des systèmes tout à fait invraisemblables. Là, c'est juste un extrait d'un village entier qu'il a fait où il y a des passerelles qui passent avec des trains qui circulent, des avions qui tournent au bout de fil de fer. Et il mettait tout ça en marche avec un groupe électrogène où il avait juste un bouton à mettre en marche et tout fonctionne. Et c'est un truc tout à fait incroyable. Il y a même des vaches dont quand il met en marche, alors la queue bouge, la tête se relève, et d'un seul coup il y a du lait qui sort du pied de la vache parce qu'il a un système de réserve avec de l'eau et de la craie qui font... Enfin, voilà, donc c'est vraiment les rois du bricolage. Et il y a quelque chose de génial.
Et ça explique peut-être aussi le succès de ce type de l'œuvre d'art en regard de l'art contemporain, parce qu'au moment où justement l'art moderne et contemporain part vers des choses totalement désincarnées, extrêmement conceptuelles, mentales, on a en face des autodidactes qu'on ne considère pas comme des artistes et qui, eux, vont rivaliser d'astuces et de savoir-faire. Ce sont des gens extrêmement manuels. Il y a vraiment une virtuosité. Alors, après, on a le droit de ne pas aimer ce type d'esthétique parce que ça correspond à un registre populaire. Mais il y a vraiment, on ne peut pas renier ce savoir et cette astuce dans le bricolage. J'ai un petit peu interverti les images, je vais quand même vous montrer juste un petit peu l'ambiance chez André Robillard à Fleury-les-Aubrais, parce que voilà, dans sa cuisine, un petit peu la récupération, ça va même très loin chez quelqu'un comme lui, on appelle ça le syndrome de Diogène. Voilà. Et donc il y a une accumulation d'objets qui pourront un jour servir pour faire une carabine ou une fusée, et c'est tout à fait spectaculaire. Il y a beaucoup de ces carabines qui sont exposées à Villeneuve-d'Ascq. Tout à fait, il y a un gros ensemble au musée de Villeneuve-d'Ascq. Voilà. Et ça, c'est chez un collectionneur qui le soutient depuis très longtemps, qui lui achète pas mal de choses. Et c'est un personnage tout à fait étonnant. Là, sur cette photo, il a plus de 80 ans. C'est quelqu'un qui se met en scène, qui fait des spectacles, qui joue de l'harmonica. C'est un petit peu comme Wolfli dont je vous parlais tout à l'heure. C'est quelqu'un qui a appris à jouer différents instruments de musique tout seul. Il a des accordéons, il a 5 ou 6 instruments différents. Enfin, ce sont des personnages d'une vitalité tout à fait incroyable. Si vous avez le temps samedi prochain, à la Fabuloserie, justement à Dissy en Bourgogne, André Robillard va venir faire un concert. 87 ans, donc franchement, si vous avez le temps, ça va être historique, c'est à 16h samedi, et je vous encourage vraiment à aller le voir parce que c'est un personnage tout à fait incroyable. Ça, c'est lui aussi, voilà, il a toujours rêvé d'aller dans la Lune, donc il s'est construit une tenue de cosmonaute et il a réalisé des fusées pour partir dans la Lune. C'est quelqu'un qui était entré dans un hôpital psychiatrique à 8 ans, parce qu'on était en 1900, il était entré juste avant la Seconde Guerre mondiale, donc du coup il est resté très longtemps. Il est ressorti à la fin de la guerre, il est rentré chez lui, à 18 ans il a fait ce qu'on appelait une crise de nerfs, son père l'a ramené à l'hôpital, et c'est un peu la même histoire qu'Aloïs, c'est-à-dire qu'au bout de 2 ans, les médecins ont dit mais vous n'êtes pas malade, rentrez chez vous, il a dit non, je n'ai pas de chez moi, donc je reste. Donc il est devenu responsable de la station d'épuration, puis être cuisinier, puis être jardinier, il a fait toute sa vie dans cet hôpital. Et donc souvent par erreur on parle de lui en disant mais c'est un fou qui est interné, mais pas du tout, c'est un retraité de l'hôpital, c'était un employé de l'hôpital. C'est un original, c'est sûr, mais c'est voilà, de dire que l'art brut c'est l'art des fous, c'est un peu trop simple. C'est l'art de gens qui sont marginaux mais différents. Absolument. Voilà un autre exemple de ces bricoleurs à propos de cette passion pour le bricolage. Je tourne un peu mes pages quand même. Oui, qui s'appelle Auguste Forestier. Il y a aussi des œuvres à Villeneuve-d'Ascq ou à Lausanne, des personnages qui vivaient dans le centre de la France, dont les œuvres ont été repérées notamment par le poète Paul Éluard. Et puis un des plus incroyables, dont on a juste quelques photos d'archives, parce qu'étant donné la nature des sculptures qu'il faisait, l'hôpital dans lequel il était interné, lui aussi en Suisse, qui s'appelait Anton Müller, l'hôpital n'a pas conservé les œuvres. C'était un vigneron qui avait mis au point un brevet d'une machine pour ramasser le raisin, et son brevet lui a été volé. Du moins, c'est ce qu'il a prétendu. En tout cas, quelqu'un d'autre a fait breveter cette machine, et il est devenu complètement désespéré à cause de ce brevet qui, d'après lui, aurait dû faire sa fortune et qu'il n'a jamais eu. Il est entré en hôpital psychiatrique et toute sa vie, il a construit comme ça des machines dont le fonctionnement n'aboutissait à rien. C'était plus des machines pour ramasser le raisin, c'est des espèces de machines étonnantes qui tournent sur elles-mêmes. On n'en a pas conservé une seule, on a juste fait des photographies. Mais on sait par exemple que Jean Tinguely, quand il était ouvrier dans l'horlogerie, au début des années 50, il a vu une de ces machines dans un hôpital en Suisse avant qu'elle soit détruite, et que la rencontre avec cette machine a été déterminante pour son œuvre à lui. C'est intéressant aussi de voir combien ces artistes bruts, extrêmement marginalisés, en fait, ont un pouvoir d'inspiration pour les artistes modernes contemporains dans un moment où les artistes officiels se demandent un petit peu vers où regarder pour se ressourcer. C'est pas un hasard non plus si cette reconnaissance de l'art brut, elle accompagne aussi la reconnaissance des arts extra-occidentaux. Et les premières personnes d'ailleurs qui vont écrire sur l'art brut, enfin, qui ne s'appelle pas encore l'art brut, mais en tout cas sur l'art des fous, on dit à ce moment-là,
ce sont les mêmes que ceux qui vont écrire sur les arts primitifs, comme on dit à ce moment-là aussi. Ce sont des gens comme Paul Klee, l'artiste allemand, qui dès 1912 va commencer à faire des articles dans les journaux, ou des gens comme André Breton en France, qui va écrire énormément et qui vont être un petit peu les précurseurs du peintre Jean Dubuffet, ceux qui vont... On peut dire qu'il y a les psychiatres qui sauvent quelques objets, il y a les poètes ensuite qui commencent à écrire quelques articles, et puis arriveront dans un temps second les plasticiens vraiment, et qui vont, comme Jean Dubuffet en tête, défendre ces artistes. Donc voilà pour ce qui est du bricolage. Alors qui dit bricolage dit invention, et beaucoup de ces artistes bruts se prennent pour des inventeurs et tiennent des registres et dessinent des machines fantastiques. Ça c'est quelqu'un qui s'appelait Jean-Pierre Brézé, qui a passé sa vie à dessiner des robots dans les années 20-30. Il y a une exposition des œuvres de Pierre Brézé en ce moment à la galerie Christian Wurst, dans le 3e arrondissement à Paris, ça vaut vraiment la peine. C'est la deuxième fois que cette galerie lui consacre une exposition, c'est tout à fait spectaculaire. Gaël Dufresne, qui est un artiste récemment découvert par une association qui s'appelle Égard, et qui est quelqu'un qui, alors si on dit qu'il est artiste, il est furieux parce qu'il dit qu'il est un scientifique, et qui dessine des moteurs et des locomotives. Vous avez 2 galeries en ce moment dans Paris qui présentent des œuvres, d'ailleurs, Hervé Courtaigne qui est avec nous, qui a des œuvres Hervé Courtaigne rue de Seine, et puis La Fabuloserie, qui est la galerie des filles de M. Bourbonnais qui avait créé La Fabuloserie en Bourgogne, qui est rue Jacob et qui a en ce moment des œuvres de Gaël Dufresne, parce qu'il vient tout juste de rentrer dans la collection de Lausanne lui aussi. Et c'est quelqu'un qui a bataillé, qui était diagnostiqué comme un autiste Asperger, mais qui a eu son baccalauréat, qui a eu son permis de conduire, et qui a une énorme correspondance avec le CNRS, parce qu'il souhaiterait entrer au CNRS, parce qu'il pense que dans le domaine des transmissions électriques, notamment, et des transmissions de flux hydrauliques, il pourrait apporter quelque chose à la science. Alors, il y a une part de rêve de devenir un grand scientifique, mais il y a un mélange entre... vous connaissez peut-être des gens comme ça qui sont au bord d'être géniaux et extrêmement fragiles en même temps, et alors ça donne des gens qui produisent des dessins tout à fait incroyables. Et ça, c'est dans le genre des bricoleurs aussi et des inventeurs. C'est quelqu'un de tout à fait étonnant qui travaille sur son ordinateur et qui s'appelle Abdelmajid Mehdi. C'est un ancien architecte qui a arrêté l'architecture et qui produit du dessin dans lequel il propose une nouvelle organisation du monde. Parce que je parle d'invention, mais ça va même très loin, c'est presque démiurge. C'est-à-dire que ce sont des gens qui écrivent des traités. Par exemple, Wölfli, que j'ai montré en premier, il a écrit un traité pour sauver le monde. Il y en a un autre qui s'appelle Anselme Boisvif, qui était un épicier dans les Alpes et qui a écrit un traité pour dialoguer avec les habitants de la Lune. Donc il y a une part de fantaisie, il y a une part de folie peut-être, mais une part de poésie. Enfin, tout ça est très imbriqué, mais ça donne des univers extrêmement riches plastiquement, et aussi dans le domaine de l'écriture. Là je parle de graphique, de scientifique, il y a aussi tout un pan musique et tout un pan littérature qu'on peut apparenter cette aventure de l'art brut. Donc en tout cas, des bricoleurs géniaux, ça quand même, c'est quelque chose, c'est vraiment une identité qui est caractéristique. Le deuxième point très fort de tous ces artistes, c'est qu'ils ont du temps. Et là aussi, d'un seul coup, en ayant tellement de temps, ils se posent à l'opposé des artistes modernes et contemporains qui, eux, accompagnent le mouvement et l'introduction de la vitesse, les machines à vapeur, les machines électriques et le désir du neuf qui finalement n'est plus qu'une ligne sur la toile, parce que quand on est dans le TGV et qu'on regarde par la fenêtre, on voit juste une ligne comme ça. Et voilà. Et ceux que l'on classe dans les artistes bruts sont des gens qui ont du temps, puisqu'ils sont ou enfermés ou isolés. En tout cas, ils n'ont pas d'activité pratique urgente à terminer. Donc ça donne, cette patience et longueur de temps, ça donne des formes de création tout à fait caractéristiques, parce que ce sont des artistes qui procèdent par accumulation. Très souvent, ce sont des gens très discrets qui cachent leur travail, comme le balayeur Marcel Storr dont je vous parlais tout à l'heure, mais sauf qu'ils travaillent tellement qu'à un moment, ça déborde leur cachette et qu'on commence à voir et à voir et à voir. C'est ce qui est arrivé, le plus célèbre, c'est le facteur Cheval, qui, dans ses tournées, rapportait à chaque jour quelques cailloux et a commencé à monter ce qui est devenu un palais. Et a eu très peur, d'ailleurs, à l'époque, qu'on le fasse interner, puisque vous voyez
des gens comme Aloïse ou comme Wolfli qui ont été très vite enfermés. Et Cheval, il se méfiait beaucoup de ses voisins. Il faut se replonger dans cette ambiance 1900, petit village français. Il ne s'agissait pas déjà d'avoir une jupe qui ne soit pas de la bonne longueur. Donc imaginez quand le facteur se met à construire un palais, ce que ça peut donner. On a des lettres très émouvantes du facteur Cheval où il écrit à quelqu'un de sa famille en disant « J'ai très peur parce que la tour principale dépasse les arbres, les voisins l'ont vue, les gendarmes vont venir me chercher. » Et c'est très émouvant aujourd'hui. D'ailleurs, il y a un film qui est en train d'être tourné sur la vie du facteur Cheval, je ne sais plus quel est l'acteur qui a le rôle principal, mais ça va sortir dans quelques mois. Mais c'est des destins à chaque fois et des courages incroyables pour produire comme ça. Donc on cache, on fait tout petit, il y a beaucoup de choses qui se plient, qui se mettent dans des tiroirs, sauf qu'à un moment ça déborde parce qu'il y a une force tellement impérieuse de faire œuvre que finalement ça saute aux yeux de tous les habitants d'Entrée dans le Rhône, par exemple, quand le palais est découvert. Alors, des gens comme ça, il y en a. Alors il y en a qu'on a enfermés, dont on a tout détruit, mais il y en a dont on a des souvenirs. Et en France, il y en a un autre qui est tout à fait incroyable. Si cet été vous allez en Bretagne du côté de Saint-Malo, à 4 km de Saint-Malo, vous avez les rochers de Roténeuf. Et il y a eu là un prêtre, toujours pareil, charnière, fin 19e, début 20e, qui s'appelait l'abbé Fourré, qu'on a mis à la retraite très prématurément parce qu'il faisait des sermons qui inquiétaient un peu trop le village de Roténeuf, et notamment il passait son temps à menacer chaque personne du village du diable et des enfers. Il paraît que les sermons, alors on n'a pas gardé d'enregistrement, c'est dommage, mais les sermons étaient complètement enflammés, c'est le cas de le dire, en tout cas faisaient très peur à tout le monde, donc on l'a mis à la retraite, là c'est en douceur, on lui a donné une petite maison dans le village, et comme il s'ennuyait qu'il était tout seul, il a commencé à sculpter le bois de son lit, de ses chaises, des piquets de son jardin, et puis il s'est retrouvé sur la falaise voisine, et il a attaqué la falaise de granit, et en 20 ans, il a fait 400 personnages de granit que vous pouvez toujours voir aujourd'hui. C'est vraiment des falaises qui sont battues par les flots, donc il les avait mis en couleur, il n'y a plus de couleur, et ça commence à être patiné sérieusement, mais allez faire un tour à Saint-Malo, parce que c'est la nature des sculptures qu'on voit dans les rochers, avec des figures dont on se dit qu'elles sont nourries des légendes bretonnes, probablement on identifie certains personnages. Bon, enfin, elles sont quand même très, très fantastiques. C'est un endroit où il y a une ambiance quand même pour se promener tout à fait. Donc, vous voyez, alors évidemment, on met ça en face à la même époque. Qu'est-ce qu'on a en sculpture? On a les guitares géométriques de Picasso, par exemple. Effectivement, on est dans deux mondes. D'un côté, on a des artistes qui mènent vraiment une réflexion sur la forme d'une manière très intelligente, je veux dire. Et de l'autre côté, on a des artistes qui fonctionnent avec l'intuition, l'instinct et j'allais dire, le peur elle-même des deux côtés, parce qu'il s'agit de survie, c'est pas de la blague, quoi. Quand on fait une œuvre, c'est vraiment un moyen de rester en vie et d'occuper le temps. Mais c'est vrai que chez ces artistes bruts, il y a cette manière d'envahir l'espace, c'est tout à fait saisissant. Alors, on envahit l'espace par des toutes petites choses, mais qui finissent par faire très grand. Il y a encore un personnage dont je peux vous donner un exemple, mais je vous en choisis quelques-uns, mais il y en a des tonnes. Ça, c'est un mineur du Pas-de-Calais qui s'appelait Le Sage et qui a entendu une voix dans la mine un jour pour faire court, et la voix lui disait « Sors de la mine, deviens peintre ». En tout cas, c'est ce qu'il a raconté, parce que c'était trop difficile pour lui de dire qu'il ne voulait plus être mineur, et c'était impensable dans son milieu. Donc il est sorti, il a été protégé par une société spirit qui a dit que c'était certainement d'abord Léonard de Vinci, puis Toutankhamon, puis une reine de France. Enfin, il y a eu 3 personnages qui s'exprimaient à travers lui. Mais en tout cas, ça lui a permis de quitter la mine et d'avoir de la peinture et de faire des œuvres qui sont tout à fait incroyables, parce que ce sont des accumulations de petits points. Et on a des chroniques, parce qu'il a des conversations avec un médecin, où quand il commence une toile, il commence, je ne sais plus si c'est en bas à droite ou en bas à gauche, et il aligne des petits points, il ne sait pas jusqu'où il va aller. La première qu'il a fait faisait 14 mètres. Non, 9 mètres, pardon. 14 mètres, c'est Aloïse, et une toile qui a fait 9 mètres, c'est la première qu'il a fait. Et il en a fait comme ça toute sa vie, alors toujours la même chose, quoi. Beaucoup de temps, donc cette minutie, cette broderie, il y a énormément de brodeurs et de tricoteurs dans l'art brut, parce que ce tout petit point, il s'assimile au petit point de la peinture, quoi. Il y a cette manière d'occuper le temps avec un fil ou avec des tout petits gestes répétés.
Donc voilà, patience et longueur de temps, c'est le deuxième point commun. Et le troisième point commun, on constate chez tous ces artistes que l'isolement conduit à l'invention d'un vocabulaire, l'invention d'un alphabet, l'invention d'une manière d'écrire la musique, par exemple. En fait, ça commence, j'allais dire, comme tout le monde, quand on a un petit moment de libre et qu'on commence à gribouiller sur un coin de papier, et puis finalement, on a tellement de temps qu'à force de gribouiller, les choses s'organisent et on aboutit à des écritures tout à fait incroyables, mais qui sont émancipées de l'obligation de faire des belles lettres rondes, comme on les apprend à l'école. Il y a une force qui est telle qu'il y a une autorisation à inventer des typographies, des formes d'écriture. Ça, c'était un personnage qui s'appelle Stoffer et qui est un Allemand autrichien. Je dis pas de bêtises quand même. Un Allemand de Hambourg. Et il a passé une bonne partie de sa vie à écrire des lettres à sa mère qui n'était plus là, qui était décédée. Et ça, c'est des lettres à sa mère. En fait, c'est écrit en allemand, on arrive à déchiffrer quand on se plonge vraiment dans son écriture. Et ça donne comme ça des espèces de volutes de fumée d'une manière de proposer une autre forme d'écriture. Là encore, j'allais dire, c'est pas justement juste un dessin qu'on fait comme ça en téléphonant. Il y a le besoin de parler à l'au-delà qui se manifeste et ça renoue finalement avec la fonction première de l'œuvre d'art qui était toujours de parler avec l'invisible, c'est-à-dire soit le Dieu qu'on n'a jamais vu, soit l'ancêtre qu'on a perdu. Et en tout cas, la fonction primitive de l'œuvre d'art, c'était ça, c'était d'intercéder avec l'absent. Et dans les œuvres d'art brut, ça revient d'une manière beaucoup plus évidente peut-être que dans d'autres types de création. Donc il y a comme ça des tas d'alphabets dans l'histoire de l'art brut. Ah, j'ai une petite promène là. La poupée du docteur Ferrière. Alors attendez, pourquoi j'ai ma petite calque? Les images sont un petit peu mélangées, je reviendrai sur celle-là. Voilà, je voulais terminer avec cette histoire d'alphabet. Voilà un autre artiste qui s'appelle Valla et qui, lui, a inventé des alphabets, a inventé des manières de jouer aux cartes, par exemple. C'est quelqu'un qui est mort il n'y a pas très longtemps, il y a une dizaine d'années, quand on allait voir, il était dans un hôpital en Autriche. Il demandait toujours qu'on joue aux cartes avec lui, mais c'était des jeux dont il avait inventé les règles et il ne communiquait pas les règles. Donc, et il gagnait toujours. Moi j'aurais adoré aller jouer aux cartes avec lui. Les gens qui ont joué aux cartes avec lui disaient mais on pouvait passer 2 heures. Chaque fois on recommençait, on se disait je vais finir par comprendre la règle et voilà, ça passait pas. Et de même, lui il a inventé aussi un panthéon dans lequel il a mélangé. Alors il y a certaines divinités qu'on connaît, qu'on peut retrouver, c'est un certain nombre de saints qu'on a dans la mythologie chrétienne par exemple. Il y a aussi, je crois, Mahomet qui se promène, enfin voilà, il y a tout un ensemble de personnages. Et aussi, il a mis sa mère, il s'est mis lui, enfin, voilà, c'est son panthéon à lui. Donc il y a la capacité d'inventer des alphabets, mais aussi d'inventer les mythologies. Voilà, j'en arrive là à mon dernier point. Donc, je vous ai parlé de bricolage, je vous ai parlé de patience, je vous ai parlé d'invention d'écriture, et puis le dernier point qui est commun à tous ces artistes, c'est l'irresponsabilité. Et ça, c'est très frappant. Alors, pour certains, on va dire qu'ils sont spirites, ce qu'on dit pour le sage, par exemple, on va le défendre en disant, mais en tout cas, c'est pas lui, c'est quelqu'un qui parle à travers lui. Et puis pour d'autres, on va dire qu'ils sont schizophrènes, et ils vont se dire eux-mêmes schizophrènes, diagnostiqués ou pas. Et ça permet de se dédoubler, en tout cas de dire c'est pas moi. Aloïs, quand on va trouver tous ses dessins dans la buanderie, elle va dire c'est pas moi qui ai fait ça. Et on va avoir beaucoup de mal à lui faire avouer que c'est vraiment elle. Donc en tout cas, il y a une façon, alors moi je dis dédoublement, on pourrait dire d'irresponsabilité plus généralement, quoi. En tout cas, les artistes bruts n'arrivent pas à assumer le fait qu'ils sont des artistes, c'est trop fort pour eux, ils ne sont pas allés à l'école des beaux-arts, encore une fois. Et donc c'est impossible, c'est comme le mineur qui dit je sors de ma mine, mais c'est une voix au fond de la mine qui m'a dit que j'avais le droit de peindre et il ne pourra jamais dire j'ai envie de peindre. Ou le facteur cheval aussi disait toujours mais quand je marche, que je vais porter le courrier, en fait je bute sur des pierres et quand je me baisse pour les ramasser, c'est la pierre qui me dit ramasse-moi et je suis obligée de la ramasser. Donc c'est jamais je suis un artiste, c'est aussi des histoires encore une fois très émouvantes, parce que dans la tête d'un artiste brut, beaucoup de choses sont interdites. Il y a une référence incroyable dans leurs univers à tout ce qui représente l'ordre. Il y a beaucoup d'uniformes, donc il y a beaucoup de policiers, il y a beaucoup de religieux.
il y a beaucoup de pompiers, il y a beaucoup de soldats, donc voilà, tout ce qui peut s'apparenter à l'ordre est très souvent représenté. Et en vis-à-vis, très souvent, on va représenter tout ce qui n'est pas bien, tout ce qui n'est pas moral, tout ce qu'il ne faut pas faire. Mais c'est un petit peu comme dans les tableaux de Jérôme Bosch à la Renaissance, c'est-à-dire Bosch va très soigneusement vous dessiner ce qu'il ne faut surtout pas faire et va bien vous le montrer quand même. Et dans le genre, il y a par exemple ce personnage qui s'appelle Largère et qui va construire qui était un balayeur dans un orphelinat aux États-Unis, quelqu'un qui est mort en 1982, personne n'a jamais su qui dessinait. Et là, le propriétaire de sa chambre de bonne est arrivé et s'était rempli à craquer d'albums qui racontaient les histoires des Vivian Girls, qui sont des personnages qu'il a inventés, qui sont des personnages androgynes qui vont venir sur Terre pour sauver les enfants et les libérer des méchants adultes. Là, c'est plutôt le costume de l'avocat qui était... Enfin, le costume de l'universitaire, la toge et quand elle a des petits carrés comme ça chez Darger, qui fait référence à ces chapeaux de cérémonie. Et c'est pour ça aussi que j'avais mis, ils sont baladés un petit peu avant, les deux poupées, et surtout celles-ci qui viennent d'une collection du docteur Ferdière. Donc voilà, tout ce qui touche au nu, au sexe, sont des choses qu'on va retrouver souvent, mais toujours avec en vis-à-vis, je sais que c'est pas bien, mais de toute façon, c'est pas moi qui l'ai fait. Voilà, ça c'est des personnages comme Hauser, voilà, qui va passer son temps à faire des femmes qui donnent un nom très particulier. Je sais pas comment ils les appellent. Des femmes canons, ils les appellent. Bon, là encore, ce sont des images enfin là, on est assez tard chez Hauser, on est quand même dans les années 80, mais imaginez quand Aloïse dessine des femmes avec des poitrines nues en 1902, 1903, 1910, ce sont des images extrêmement fortes. Hein. On est dans une période où il y a peu d'images qui circulent. Hein. J'ai mis pour terminer une véritable photographie de la fameuse Séraphine de Senlis, qui est ce personnage donc, de la première moitié du XXe siècle, était femme de ménage chez un grand critique d'art, et il a repéré qu'elle dessinait, il l'a encouragée. Et Séraphine faisait partie de ces gens vraiment qui disaient c'est pas moi, quand la première fois que quelqu'un a vu un tableau, elle a dit oh, je sais pas qui l'a fait. En tout cas c'est pas moi. Et cette manière de se dédoubler, on a pas mal de souvenirs, de lettres, de conversations, là entre autres rapportées par un critique d'art, où il raconte cette manière de dire non seulement je ne l'ai pas fait, mais en plus je trouve ça très moche. Donc toujours s'écarter de ce type de création. Je regarde l'heure quand même pour pas trop parler. Alors, ce qui est très intéressant, c'est donc d'apprendre à connaître tout cet univers de l'art brut et puis de se familiariser avec et de passer du temps et d'aller voir les musées, les galeries qui montrent des choses comme celle-là. C'est évident qu'en une heure, on ne va pas épuiser le nombre de personnages tout à fait essentiels. Aujourd'hui, à Lausanne, il y a plus de 7000 œuvres conservées. Ça concerne plus de 1200 artistes. Donc, vous voyez qu'il y a de quoi s'occuper. Mais je voulais, dans un dernier temps, faire une passerelle avec le monde de l'art moderne et contemporain et montrer combien la révélation de ce type de création a pu influencer l'art moderne et contemporain. Jean Dubuffet, bon, c'est un tableau ici, n'a rien à voir avec l'art brut, même si c'est un autodidacte, c'est quelqu'un qui a été marchand de vin et charbon avant de se mettre à la peinture, donc il y a peut-être un petit orteil, j'allais dire, en commun quand même avec toute cette histoire, mais enfin lui qui va batailler vraiment pour qu'on connaisse l'art brut et en l'opposant au système de l'art officiel, va énormément s'en nourrir dans sa propre création. Et ça, c'est un dessin que fait Jean Dubuffet, qui est donc un grand collectionneur d'art brut et de graffiti, et qui fait partie de ces personnages qui sont un petit peu un pied de chaque côté, qu'on ne peut pas appeler vraiment des artistes bruts, parce qu'eux, ils mènent carrière, ils ont un réseau social, ils ont pleinement conscience de leur ambition artistique, et qu'on peut appeler les brutistes, un petit peu comme on disait, il y a l'art primitif et il y a les primitivistes, il y a l'art brut et il y a les brutistes. Et on va voir à partir des années 50 des brutistes qui vont apparaître, et il y en a un qui est le plus fameux. Alors on parle beaucoup d'art singulier aussi à propos de cette famille, et le plus fameux c'est certainement le cordonnier Gaston Chessac,
qu'on va voir arriver dans cette période, que Jean Dubuffet va d'ailleurs, lorsqu'il le rencontre, dire mais c'est fantastique, vous êtes un artiste brut, et qui va toujours batailler en disant mais non, moi je veux faire carrière, je suis tout à fait maître de ma création. Alors ça devient compliqué de distinguer qui est un peu plus fou, un peu moins fou, parce que si vous cherchez bien dans la biographie d'artistes très, très officiels, vous allez trouver des passages à l'hôpital psychiatrique aussi. Donc ça devient assez compliqué, mais en tout cas Gaston Chessac a répondu à Dubuffet qu'il ne voulait surtout pas entrer dans sa collection, qu'il n'était pas un artiste brut, qu'il était un artiste rustique moderne. Donc à partir du moment où ces collections d'art brut et cette étiquette existent, en tout cas le débat est lancé, ça va être absolument passionnant à partir des années 60 plutôt, et surtout pendant les années 70, on va avoir une famille qui va surgir, qui sont des gens qui sont inspirés par l'art brut, mais qui ne sont pas des artistes bruts. Alors c'est vrai que plus communément on les appelle les singuliers, mais on pourrait dire les brutistes, et puis beaucoup de gens ont cherché des étiquettes. Jean Dubuffet lui-même a parlé de art hors les normes ou de art différencié, et en tout cas il a créé à Lausanne une deuxième collection pour ces gens qui sont cousins des bruts, mais pas tout à fait bruts, ou pas assez bruts, ou différemment bruts, comme Gaston Chessac, qui est exposé dans des galeries de Saint-Germain-des-Prés, et dont la volonté était vraiment de faire carrière. Alors, c'est vrai que c'était compliqué parce qu'il était cordonnier, mais on va se rendre compte que dans la deuxième moitié du XXe siècle, en fait, la plupart des créateurs les plus étonnants sont tous des autodidactes. Et alors là, ça devient encore plus compliqué parce que Pierre Soulages, par exemple, il est resté moins de 2 semaines à l'école des Beaux-Arts. Et il est sorti, il a dit, moi, ce qui va m'inspirer, c'est les gars, quand j'étais enfant, que je voyais mettre du goudron sur les routes. Et c'est ça qui va me nourrir. Et sa deuxième nourriture, ça a été les vignes, les cèpes de vignes brûlées qu'il avait vues dans certains coins de montagne. Donc voilà, lui, on le classe dans les artistes contemporains. Macléo, tu le classes où? Quelqu'un comme Macléo, voilà, un personnage. Il a fait les Beaux-Arts, Macléo. Donc c'est quelqu'un de figuratif, très expressif. Et je ne suis pas du tout une autorité capable de dire qui est dans quel tiroir, parce qu'en fait, généralement, quand je parle d'art brut, au début, j'essaie de présenter les choses de manière simple, et puis quand on arrive à la fin, je finis toujours par dire que cette histoire-là n'est pas encore écrite, et qu'il y a toute une frange d'artistes. Quelqu'un comme Basquiat, complet autodidacte dans la rue, mais tous ces gens-là ont pu exister parce que l'art brut existait. Donc d'un seul coup, on a ouvert la porte aux autodidactes en se disant, c'est vrai, il y a des créations qui peuvent se passer du prix de Rome, il y a l'école des Beaux-Arts. Je dis ça dans des artistes qui ont des formations très abouti, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais il y a plein de manières d'arriver à l'œuvre. Ça, par exemple, c'est un personnage tout à fait étonnant, vous l'avez peut-être déjà croisé dans le Centre Pompidou, qui s'appelle Jabert, qui a 80 ans cette année, et qui est un monsieur qui a été boulanger, qui a été chanteur, il était dans le petit concert de Mireille, il passait à la télévision dans les années 60, il a mené une vie de conteur devant le Centre Pompidou, il chantait beaucoup, il jouait du tambourin, il racontait des histoires, et c'est un peintre très étonnant et qui aujourd'hui est classé dans ces singuliers justement et qui vend toujours ses œuvres à 10 €. Quand vous passez au plus de Clignancourt, pour rencontrer Jabert, il y a des œuvres magnifiques. Et c'est vrai que tous ces artistes bruts vont d'une part légitimer des autodidactes qu'on appelle les singuliers, d'autre part nourrir vraiment l'imagination des artistes contemporains. Je vous parlais de Tinguely qui est allé dans l'hôpital où il a vu les sculptures de Muller. Mais Niki de Saint-Phal, elle est allée voir au début des années 60 le palais du facteur Cheval. Et quand elle fait sa construction de son jardin à elle en Toscane, elle se nourrit de cette liberté du facteur Cheval. Et on se rend compte que dans la partie de ce qu'on appelle l'art moderne et contemporain, les gens les plus fantaisistes, étonnants, ludiques, sont tous des gens qui sont hyper fans d'art brut. Et dans les années 60-70, il y a encore très peu de gens qui s'intéressent à ce type de création, mais une artiste comme Niki de Saint-Phal, en tout cas, ça l'intéresse beaucoup. Plus récemment, quelqu'un comme Annette Messager, et quelqu'un qui fait des poupées, des emballages, des dispositifs, et qui dit que ce qui l'a le plus marqué dans notre histoire de l'art, c'est l'art brut. Vous voyez, une histoire de l'art qui a commencé à être écrite en 1947. Le premier livre qui s'appelle L'art brut, il est sorti en 1973. C'est Michel Théros qui l'a écrit, ça s'appelle L'art brut. Ça, c'est vraiment, si le sujet vous intéresse, c'est la Bible, et il a été réédité chez Skira. Donc, on le trouve sur eBay, on le trouve à bon marché d'occasion. Vraiment, si ça vous intéresse, ça vaut vraiment la peine, parce qu'en plus, c'est comment on écrivait dans les années 70
Et dans ce moment où on pensait que chacun de ces artistes avait une vie propre et qu'on n'arriverait jamais à trouver des passerelles entre les uns et les autres. Donc c'est vraiment un document important. Il y avait une Picassiette aussi qui n'est pas inintéressante. Voilà. Alors Picassiette, est-ce que c'est un brut ou un singulier? C'était un fossoyeur qui récupérait tous les morceaux d'assiette cassés, qui a couvert sa maison. Alors d'après sa femme, c'est un brut parce qu'il a même couvert sa machine à écrire, sa machine à coudre un jour où elle n'était pas là. Et donc voilà. D'après sa femme, c'est un brut. D'après lui, il est un artiste moderne. Enfin non, même pas, il n'est pas un artiste du tout, il n'a jamais eu l'étiquette. Les gens venaient aussi lui déposer des assiettes, ouais. L'assiette cassée. Alors, encore un endroit à aller visiter à Chartres, si vous passez par Chartres dans cette maison. Ouais. Elle était sauvée de justesse, hein, parce que des endroits comme ça étaient détruits. Il y en a toujours eu, je pense. Le palais du facteur Cheval a été classé par André Malraux en 1969. Et il a eu très chaud, hein, il a vraiment failli disparaître. Donc, la maison Picassiette, il y a eu un combat avec une association, ça a été très long. Hein. Parce que le truc qui s'en occupe m'a dit qu'ils allaient refaire. On tombe bien. Non. Je pense que c'est mieux parce que personne n'entend. Oui, quand je suis allée visiter cette maison, il y a assez longtemps, j'ai parlé avec le gardien qui m'a dit qu'en fait la maison elle était en train de s'abîmer pas mal et qu'il y avait la ville de Chartres avait pris ça en considération, ils allaient faire des travaux, ils pensaient même la mettre sous serre. Faire une serre pour la protéger, mais c'est un endroit formidable aussi à visiter. Alors il faut y aller vite avant qu'elle soit sous serre, parce que Oui, ce sera plus la même. Et je crois que sa femme, elle en avait un peu marre, la femme des fossoyeurs, de vivre. Le lit, il est entièrement en morceaux d'assiette. Tout, c'est Ah, mais c'est très intéressant aussi parce que ça s'est fait avant 1950. oui. Et puis on a nous dans les années 70 Jean-Pierre Reynaud qui va faire une maison en carrelage dans le monde de l'art moderne et contemporain. Et on ne va pas à ce moment-là faire la passerelle en disant mais ça existait déjà. Et c'est des endroits tout à fait étonnants. À propos d'artistes contemporains aussi, il y en a un qui est très intéressant qui s'appelle Arnulf Frenner, qui est un artiste autrichien qui a beaucoup travaillé sur les autoportraits. Là c'est lui récemment, à côté d'un autoportrait qu'il avait fait au début des années 70. Et c'est quelqu'un qui a travaillé, il est même allé plus loin, parce que d'une part, dans les pays de l'Est, avec son épouse, je ne sais plus si elle est tchèque ou hongroise, ils sont allés dans tous ces pays d'Europe de l'Est au moment où le mur de Berlin est tombé, et ils ont trouvé des tas de choses dans les hôpitaux, et ils les ont préservées, parce que c'était des choses qu'on détruisait, qu'on a détruites très longtemps dans les pays de l'Est. Il y a eu une exposition en 1995 à la Halle Saint-Pierre d'art brut tchèque, et les personnes qui ont monté l'exposition, qui ont réussi à la sortir, l'ont fait contre l'avis de l'évêque de Prague qui avait fait une lettre au ministère de la Culture en disant ce sont des œuvres sataniques, il faut les détruire. 1995. Donc c'est une histoire, c'est pour ça que c'est une histoire en train de se faire et probablement que j'en parle de manière assez maladroite parce qu'on ne s'est pas encore bien rodé cette histoire et dans 10 ans on verra encore bien plus clair. Il y a aujourd'hui beaucoup de jeunes à l'université qui travaillent sur la route et qui vont finir par extraire, j'allais dire, faire égoutter tout ça et réussir à aboutir à quelque chose. Il y a aussi des gens pour dire que l'adjectif brut ne sert à rien. C'est de l'art parce que c'est de qualité, plastiquement on peut le défendre. Il n'y a plus matière à faire un ghetto pour les gens marginalisés, il faut simplement regarder les œuvres. En tout cas, Arnulf Frenner, lui, a fait des choses très intéressantes parce qu'aujourd'hui encore, il travaille beaucoup. Quand il repère une personne, notamment un hôpital psychiatrique, qui a une création qui lui plaît, il propose à la personne de travailler à 4 mains. Et ils produisent des œuvres à deux. Et Arnulf Frenner est quelqu'un qui est extrêmement reconnu mondialement aujourd'hui et qui a des œuvres qui coûtent beaucoup d'argent. Donc l'accord, c'est lui donne une de ses œuvres, la personne lui donne une de ses œuvres et ils font 2 œuvres ensemble, ils en gardent chacun une. Et ça donne. Alors là, pour le coup, c'est-à-dire physiquement, la passerelle, elle est établie vraiment. Et puis à propos de choses qui sont moins simples que les en l'air, je vous montre un portrait d'un artiste qui travaille aujourd'hui à Paris qui s'appelle Michel Nedjar, qui a eu récemment une exposition au musée de Villeneuve-d'Ascq, qui a été exposée aussi à la Halle Saint-Pierre. Quelqu'un qui a 70 ans depuis cette année et qui habite juste à côté de la gare de l'Est. Ses parents et grands-parents étaient fripiers au bus de Clignancourt, vendaient des chiffons. Et ses parents, c'était vraiment des chiffons, c'était juste dans la période de la Seconde Guerre mondiale.
Et lui, après avoir été vendeur de chiffons opus, a commencé à faire des poupées. Il avait notamment voyagé en Amérique latine où il a été très frappé par les momies précolombiennes. Et il a fait toute une série de poupées tout à fait spectaculaires, tout à fait dérangeantes. Quand Jean Dubuffet les a vues dans les années 70, Dubuffet a dit hop, musée de Lausanne, c'est fantastique, c'est de l'art brut. Et puis plus le temps passe, plus on se demande en fait si c'est de l'art brut, si c'est plutôt apparenté à ce qu'on appelle l'expressionnisme. C'est pas si simple, d'autant plus que Michel Edger, qui effectivement, jeune homme, a séjourné en hôpital psychiatrique, aujourd'hui est un des plus grands spécialistes au monde de l'histoire du chamanisme. C'est quelqu'un qui donne des conférences dans le monde entier, c'est quelqu'un qui vient de rentrer du Mexique où il a donné une conférence sur les pratiques chamaniques au Mexique. Donc, alors, on disait artiste brut, personnage isolé, émancipé de la culture traditionnelle. Là, le fait qu'on ait validé l'art brut fait que on rebat les cartes et il y a des tas de gens comme ça qui sont assez inclassables. Et avec Michel Edger, quand on en parle, on dit les 10 premières années de son œuvre, c'est un artiste brut, et ensuite c'est un artiste contemporain. Je ne sais pas si c'est satisfaisant. Absolument, ils ont remis des poupées. Oui. C'était dans une expo thématique, il avait tout un mur là. Est-ce qu'il y a des travaux sur les profils psychiques des artistes bruts? Alors, ce qui est compliqué... Il a abordé avec Asperger, alors, je ne sais pas s'il y a des médecins ou des psychiatres dans la salle. Non, ça m'arrangerait parce que moi, je n'ai pas la formation des... Oui, le docteur Dubois à Sainte-Anne a... Oui. Alors j'avoue que moi ce genre de conférence, ce serait assez génial de le faire avec un médecin pour avoir employé le bon vocabulaire. Oui. Moi je suis une historienne de l'art et je pars du principe que si ça m'intéresse, c'est parce que plastiquement c'est bon. Oui. Et que donc à la limite, je veux pas, même ça me fatigue quand on me dit... Oui. C'est évident, en tout cas en travaillant avec des médecins parfois, que les schizophrènes et les autistes sont des très grands dessinateurs. Ils ont une faculté de travailler la ligne et de la dérouler ou de l'enrouler qui est tout à fait étonnante et qui aboutit à des formes qui sont très apparentes au monde. Donc c'est pour ça que le bon livre, il faut l'écrire un historien de l'art, un médecin psychiatre et un anthropologue. Parce qu'on n'a pas encore bien cerné, j'ai pas insisté sur les aspects graphiques par exemple de quelqu'un comme Wölfli, mais c'est évident que cette manière de travailler de façon concentrique, il y a des parallèles qu'on peut faire, là j'ai pas mis d'image, j'aurais dû peut-être, mais il y a certaines peintures des Indiens Navarros, et certaines peintures des aborigènes australiens, et certaines peintures de chamans sibériens qui ont des motifs qui s'apparentent complètement à certaines œuvres qui sont classées en Occident ou dans l'art brut. Mais bon là, il faut lire l'histoire de la folie de Foucault qui nous fait bien comprendre que celui qui est fou à un endroit à une époque ne l'est pas dans un autre pays à une autre époque. Donc c'est assez compliqué. Mais en tout cas... Pardon ? Ça c'est très juste et souvent d'ailleurs, enfin, je ne faut pas que je m'enlise, mais disons qu'on peut se poser la question aussi de l'état de pensée des gens qui travaillent sur la route. Parce qu'effectivement, très souvent quand on se retrouve face à des gens comme André Robillard, on prend des leçons, on prend vraiment des leçons de vie. Donc, mais c'est pour vous répondre qu'en fait, lequel des deux est le dans l'histoire, j'espère aucun des deux. On n'entend pas, monsieur, oui, est-ce qu'on prend quelques questions ou est-ce que vous souhaitez... On peut, parce que moi, je peux m'étaler. Alors, on va prendre quelques questions et puis, de manière à ce que tout le monde entende bien. Bonsoir. Je vais vous demander votre regard se pose sur la qualité plastique de ces productions et sur ces êtres, ces artistes qui les ont créés. Est-ce que vous avez eu l'occasion, lors de vos déplacements, d'être à l'écoute du public, une non spécialiste, qui entre dans ces expositions? Comment réagit ce public par rapport à ces œuvres?
Est-ce qu'ils se sentent à l'aise, mal à l'aise? Est-ce qu'ils parlent de folie? Est-ce qu'ils parlent de la beauté? Voilà. Je crois que ce que j'ai pu moi voir et ce que me disent les gens qui vivent au quotidien dans ce genre de musée, qui sont gardiens notamment dans ce genre de musée, c'est que les visiteurs sont pleins d'émotions, sont remplis d'émotions, et pas du tout intimidés. Et très souvent, les gens partent en disant merci. Il y a une connivence avec l'œuvre qui est immédiate. Et ces œuvres ne sont pas intimidantes comme peuvent l'être les œuvres d'art moderne ou contemporain, qui souvent vous invitent à lire d'abord avant d'aller au musée, parce qu'il y a des clés que vous ne maîtrisez pas. Alors que là, vraisemblablement, tous ces éléments qui sont de l'ordre du bricolage, de la récupération, de la patience, tout ce rapport au travail fait qu'on se sent en connivence. Mais il y a des gens aussi, par exemple, j'ai été minimale sur Michel Nedjar. Longtemps, au dernier étage du musée de l'art brut à Lausanne, il y avait une salle remplie de poupées de Michel Nedjar. Et il y a des gens qui restaient au seuil, qui disaient « je ne peux pas rentrer, c'est trop... » Mais au moins, ils n'étaient pas insensibles, mais elles peuvent être troublantes, elles sont très émouvantes, je pense. Après, je pense aussi que c'est pour ça que je travaille sur ces œuvres, parce qu'elles me touchent, alors qu'il y a beaucoup d'œuvres d'art qui sont ennuyeuses. Les gens de Victor Hugo, c'est des gens qui... Non, ici, là. Oui, pardon. Non, pas de questions sans micro, s'il vous plaît. Bonsoir. Vous pouvez lever la main. Non, c'est bon. Le premier rang n'a pas de privilège. Vous dites qu'ils sont isolés, mais est-ce qu'ils sont aussi isolés que ça par rapport à la culture ambiante? Et non seulement d'un point de vue plastique, mais aussi d'un point de vue, je dirais, métaphysique, presque philosophique. Est-ce qu'on peut faire des... Alors, ils ont du monde autour d'eux, si c'est ça que vous... Voilà, et ils ne sont pas si isolés que ça. Dans leur tête, et il y a du monde, hein. Il y a du monde. C'est pour ça que je parlais d'irresponsabilité, je l'ai formulé mal parce que j'essaie toujours de résumer, mais en tout cas, c'est aussi ça qui fait que ces gens sont fascinants, c'est qu'ils croient à beaucoup de choses. Donc, il y a des dieux, il y a des martiens, il y a des ancêtres qui sont là, il y a des gens qui vous parlent. Et donc c'est une solitude constatée par les gens qui sont normés socialement. Mais je sais pas, André Robillard, il vit entouré de peluches, il parle à ses peluches, et voilà, il a un monde de peluches. Et quand on lui dit « vous vous ennuyez pas, André ?» il dit « ben non, il vous présente les peluches, et ça circule. » Donc je sais pas si c'est à répondre à votre question. Ouais, même de façon plus subtile, de voir les ponts qu'il y a entre la culture traditionnelle et leur mode d'expression. C'est-à-dire moi je ne pense pas qu'une personne puisse être isolée comme ça. Non, la définition de Jean Dubuffet en 1945, c'était création d'une personne indemne de culture artistique. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas possible parce que, par exemple, le facteur cheval, quand il fait son palais, il lit le journal et il a vu des photos du temple d'Angkor dans le journal. Enfin, la reproduction du temple d'Angkor à l'exposition universelle. Ou Darger, quand il fait ses massacres d'enfants, il décalque des petits livres de mode qui sont des petits livres pour découper les patrons de vêtements d'enfants. Donc il y a des objets populaires, mais il y en a peu. Pour ça aussi, pour certains, quelqu'un a écrit Requiem pour l'art brut. Aujourd'hui, avec la télévision et Internet, on se dit qu'il va y avoir un flux d'informations beaucoup plus banal. Mais effectivement, il y avait des sources, des objets populaires qui étaient référents. Quand ils sont venus à l'hôpital psychiatrique. Alors, madame, parlez dans le micro. Oui, moi je vais vous demander, qu'est-ce que vous pensez vous, de la notion même d'art brut? Parce que c'est quand même, enfin, je trouve, ça pas dérangeant, c'est un peu fort, mais de catégoriser un type d'art par la santé psychiatrique ou l'entourage social de la personne même qui l'a faite, plutôt que par, alors il y a des caractéristiques qu'on retrouve comme vous les avez montrées, mais si on prend des artistes, par exemple comme Sophie Podolski qui est connue en ce moment à la Villa Vassiev, je ne sais pas si vous l'avez vu, je ne pense pas que ce soit associé à de l'art brut, pourtant on retrouve pas mal de caractéristiques de plastique et même voilà, il y a des schizophrènes également, mais pas isolés.
Donc voilà, est-ce que vraiment il y a une légitimité de qualifier le type d'art par juste, de dire entre guillemets l'art de personnes isolées c'est un grand débat, et quand le musée de Villeneuve d'Ascq a ouvert en 2010, il y a eu un débat entre spécialistes pendant 5 ans pour savoir si à côté des tableaux on devait mettre une biographie. Et finalement ils en ont mis une, en estimant qu'en 2010 la biographie était encore une composante de l'œuvre. Mais moi je suis assez d'accord pour dire que c'est le même type d'œuvre que les autres, simplement elles sont plus concentrées, elles sont plus intenses et elles sont plus spontanées. Donc les formes qui sont générées me paraissent plus justes par rapport à ce que c'est qu'un parler d'homme naturel ou de le noyer dans en tout cas il y a quelque chose de plus direct. Voilà, c'est qui disait au musée de Lausanne la semaine dernière, c'est sans filtre. Et je pense que c'est la même chose et que simplement c'est pas filtré, c'est peut-être ça qui pourrait... Mais moi j'étais contre le fait de laisser les biographies, j'étais pour mettre les œuvres là. La question est très brève. Quand c'est pas donné au musée, ces œuvres, ça vaut combien sur le marché? C'est intéressant parce que jusqu'à il y a 20 ans, ça valait voilà, en troquet contre Robillard aujourd'hui vend un dessin 75 €, mais vraiment il le vend 75 € parce qu'on le force à prendre l'argent, parce que lui il a toujours troqué contre une casquette, contre un blouson, contre un rasoir, voilà. Donc il y avait une tradition, du fait que ces personnes ne se revendiquent pas comme artistes, il y avait une tradition de modestie très longtemps. Les premières galeries ont ouvert dans les années 70 et les choses ont commencé à changer à partir de 78. Il y a eu au musée d'art moderne de la ville de Paris une exposition qui s'appelait Les Singuliers de l'art. On a commencé un petit peu, et il y a eu Alain Bourbonnais qui a ouvert une galerie rue Jacob à Saint-Germain-des-Prés. Donc là, mais chez Alain Bourbonnais, justement, j'étais avec sa fille hier soir, et je disais, mais à l'époque de votre père, ça continue à troquer, parce que Michel Nedjar m'avait raconté qu'il donnait une de ses poupées, et puis un artiste lui donnait un dessin, et puis voilà, finalement, c'était plus un endroit où on se rencontrait pour troquer. Et la fille d'Alain Bourbonnais m'a dit, mais détrompez-vous, moi j'ai retrouvé les livres de contes, et je peux vous dire qu'il a acheté beaucoup de choses, et pas cher. Mais après, il y a une gamme de prix qui, quand on va à la Outsider Art Fair, il y a des choses entre 100 €, on va dire globalement 100 € et 8 000 €, mais entre 3 000 et 8 000, il y a quoi? Il y a 5% de ce qui est présenté. Et puis après, il y a un phénomène autour du fameux d'Argère, j'ai mis qu'une image là, alors, parce que après c'est comme toutes les marchandises, quand il y a des petits malins qui organisent une rareté et un système en triangulation avec les galeries, les collectionneurs, les salles des ventes, on peut faire monter une cote comme on le fait pour Jeff Koons, et on l'a fait monter pour d'Argère. C'est un Américain, il y avait... Je pense aussi que je m'avance peut-être probablement trop, mais ce monde d'enfants androgynes, nus, il y a tout un public, notamment du cinéma, qui s'est intéressé à cet univers, et il y a des collectionneurs qui se sont emparés de cette œuvre, et il y a des galeries qui ont réussi à monter la sauce. Alors on nous a fait croire il y a 2 ans ou 3 ans qu'un dessin d'Argère, ça valait 400 000 €. On en a fait passer un en salle des ventes, on a fait monter la cote, et puis... Alors après ça, effectivement, moi je connais au moins 2 collectionneurs qui en ont acheté un à 250 000 €, en pensant que c'était ce que ça valait. Mais je vous dis, si vous croisez Jabert devant le centre Pompidou, il va vous vendre un dessin à 10 €. Donc enfin là, je veux dire, c'est peut-être un marchand qui devrait répondre à un marchand de tableau, parce que j'avoue que le prix de l'art, déjà, moi je comprends rien, mais alors le prix de l'art brut... Moi, ma question, c'était... Bon, il y a un musée des arts modestes à 7. Bon, les arts modestes et l'art brut, les rapports. Ben, l'art modeste, c'est typiquement un concept qui est issu de la validation de l'art brut, parce que c'est un concept qui a été... Enfin, il y a eu 2 personnes avant, mais celui qui l'a rendu populaire, c'est le peintre Hervé Di Rosa, qui a ouvert ce musée avec 2 amis. Et ce sont des passionnés d'art brut complètement. Et d'ailleurs, les premières expositions qu'ils ont fait, ils mettaient de l'art brut en regard d'art populaire. Mais alors eux, ce qu'ils appellent l'art modeste, c'est très ouvert, parce que ça va de l'art brut à, par exemple, les petites figurines de Paquet Bonux.
Pour eux, ce sont des petits objets d'art populaire qu'il faut conserver parce que voilà, ils ont à voir avec notre identité. Et il y a beaucoup de noms comme ça. Il y a le musée de l'art en marche à la Palisse, il y a le musée de la création franche à Bègle. Voilà, il y a des appellations, c'est beau d'ailleurs, la fabuloserie c'est magnifique aussi. Ça vient aussi du fait que Jean Dubuffet avait dit l'art brut, c'est que ma collection. Et il a fait des procès, il interdisait aux autres d'utiliser ce mot. Maintenant il y a plein de livres qui sortent qui s'appellent l'art brut, moi j'en ai même signé un qui s'appelle l'art brut, mais je l'ai signé, Jean Dubuffet n'était plus là parce que sinon j'aurais eu un procès. J'avais une question sur l'art brut s'inscrit plutôt en Occident. Vous avez l'air de dire qu'il y avait des continents où il n'y avait pas encore d'inscription de l'art brut. Quelle serait la relation avec les arts primitifs, par exemple, dans d'autres continents, dans d'autres cultures? Dans toutes les couleurs, dans toutes les cultures, il y a des artistes savants et il y a des artistes intuitifs issus d'un milieu populaire non éduqué au sens études supérieures. Il y a les deux vitesses partout. Ça avait été un grand malentendu. Il y avait une expo dans les années 80 à Paris qui s'appelait Magicien de la Terre, où le commissaire avait mélangé de l'art populaire pris dans les autres continents et de l'art savant pris en Europe. Et le résultat, pour moi, était absolument catastrophique parce que c'était... on se trompait gravement parce que dans tous les pays, il y a de l'art savant et il y a de l'art populaire et il y a de l'art brut. Simplement, il y a des pays où la frontière entre art savant et art populaire n'est pas aussi nette qu'en Occident, et notamment en Europe même. Parce que même aux États-Unis, la notion d'autodidacte, elle fait partie de l'identité beaucoup plus, donc on valorise davantage toute la part d'art populaire. Mais en Afrique, par exemple, vous avez un art extrêmement savant avec des ateliers, des écoles, et puis vous avez à côté des pratiques brutes. Alors, il y a certains pays, notamment Amérique latine et Afrique, qui ne veulent pas entendre parler d'art brut parce qu'ils estiment que c'est de l'art populaire. Et que c'est vraiment un truc à la française ou à la suisse. Et peut-être qu'effectivement, dans 50 ans, on ne parlera plus d'art brut. Oui, j'ai pas très bien compris, ou en tout cas entièrement compris, ce que vous avez dit sur le troisième point, c'est-à-dire que l'art brut, il y aurait une spécificité dans un alphabet. Alors, j'aimerais que vous précisiez ce que vous entendez par un alphabet. Je suis peut-être analphabète de l'alphabet, mais pour moi c'est très abstrait comme ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Et on me demande, est-ce que vous voulez dire que aussi cet alphabet point d'interrogation, ce que c'est, est-ce que c'est, il n'y a que les artistes bruts qui auraient des alphabets? Moi j'avais vaguement entendu parler justement qu'il y avait d'autres types d'artistes qui avaient des alphabets particuliers, ou alors est-ce qu'il y a un alphabet particulier des artistes bruts? Voilà, donc moi personnellement j'ai pas compris. Oui, j'ai trop résumé cette partie-là sur l'invention de l'écriture, c'est-à-dire qu'elle se place à tous les niveaux. Il y a des inventions typographiques, et là effectivement, beaucoup de gens peuvent inventer des manières d'écrire, mais il y a aussi des inventions de mots et il y a des inventions de langue, c'est-à-dire que ce sont des mots inconnus et assemblés dans un ordre qui ne correspond à aucun dans les langues que nous connaissons. Et ça se valide du côté de l'écriture, mais aussi de l'écriture musicale. Et on a des partitions, par exemple, on a des partitions de Wölfli qu'on a réussi à jouer il n'y a pas très longtemps. On a mis 50 ans à déchiffrer les partitions de Wölfli, et maintenant il y a un orchestre qui doit être allemand, qui joue Wölfli, on peut trouver le disque. Mais on a mis 50 ans à peu près à déchiffrer comment était écrite cette musique. Or, maintenant qu'on a déchiffré, on peut jouer et on peut rejouer l'air et ça fonctionne. Alors qu'à son époque, les gens essayaient de penser qu'il faisait n'importe quoi. Quand il jouait, il avait fabriqué lui-même ses instruments, notamment une trompette en papier mâché. Et quand il jouait en lisant sa partition, tout le monde disait c'est n'importe quoi, mais quand il jouait une deuxième fois, ça ressemble à la fois précédente. Mais on ne comprenait pas la notation et on l'a trouvé. Donc c'est vraiment des inventions de système. De la même manière que je parlais du fantasme de l'inventeur, il y a aussi des cartes du ciel qui sont inventées, avec des planètes qui n'existent pas, où il y a des populations, avec des êtres... je peux vous trouver des mots, il y a des mots complètement incroyables. Il y a d'ailleurs une actrice exceptionnelle qui s'appelle Anouk Grimbert, qui va présenter à Avignon cet été un spectacle qu'elle a construit à partir de textes bruts. Et il y a des moments où on reconnaît les mots, puisque c'est simplement des mots dans un ordre différent.
Mais il y a des moments où dans les textes qu'elle a choisis, il y a aussi des mots inventés. Ouais, ce serait la meilleure illustration, si je vous en prie. Pardon? Elle est peintre, absolument, ouais, c'est un personnage tout à fait... Voilà, par exemple, il y a un personnage qui s'appelait Émile le philatéliste, c'est comme ça qu'on a gardé son souvenir, et alors il passait son temps à faire des listes des pays où il était allé, et en expliquant que c'était les pays où il était le seul à être allé. Alors il était allé en Chili, en Lupance, en Uceta, en Scubudor, j'en ai pas noté plus pour vous lire, mais il y en a des pages entières. Il y a des recettes de cuisine aussi, avec des pages entières de noms de gâteaux qui n'existent pas. Et je peux en avoir d'autres, des extraits comme ça, parce que c'est vraiment, avec la force de résumer, pas trouvé. Quand vous dites ça, est-ce que par exemple, par rapport à ce qu'on peut dire l'art enfantin, si on peut parler d'art enfantin, est-ce que ça veut dire que dans un artiste brut, il a quand même, plus ou moins consciemment, un espèce de système où ça peut se répéter, c'est-à-dire qu'il y a un style. Tandis qu'un enfant, il y a une spontanéité qui s'exprime, mais il n'est pas capable, à la limite, de retrouver, comment dire, de retrouver l'impulsion qui l'a fait produire. Je ne sais pas. Est-ce que je voudrais voir la Oui, il y a un caractère obsessionnel dans les œuvres d'art. Oui. Puis il y a une donnée sur laquelle j'aime pas non plus m'appesantir, mais c'est quand même la douleur et la souffrance. Et elle existe dans l'art brut. C'est une création qui est rarement, en tout cas à l'origine, qui est rarement réalisée dans la joie. C'est un isolement subi qui, pour conséquence, va générer l'invention d'un monde. Mais c'est pas juste ça. Les artistes dans la salle qui vont me dire, mais moi quand je suis dans mon atelier, dès que je ne sais pas ce que je vais faire, c'est pas forcément la joie non plus, mais en tout cas, il y a une... C'est pour ça aussi que je trouve que c'est très émouvant, parce qu'on est tellement au bord de ne plus supporter l'existence, et c'est cette création brute qui va raccrocher la personne à l'existence. Et l'œuvre est générée pas du tout pour être montrée aux autres. Elle est générée pour survivre, vraiment. Et la preuve, c'est que quand les autres tombent dessus, la personne, c'est pas moi. C'est pas moi qui a une... C'est pas fait pour être montré, c'est pas fait pour être exposé. La question se pose aujourd'hui, on a monté ce qu'on appelle les ateliers d'art-thérapie dans beaucoup de lieux de soins, et on est un peu tombé dans l'excès inverse, parce que dès que quelqu'un va dessiner un petit rond, on va faire une exposition. Et on peut faire des énormes dégâts comme ça. Parce que les personnes qui génèrent dans cet état de fragilité des objets, il faut faire très attention quand on les montre, parce qu'on peut... C'est pas le but. Le but, c'est d'aller mieux, de survivre. Mais là encore... Oui, parce que j'ai oublié des morceaux, mais c'est une présentation. On va pas épuiser. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Alors, vous avez insisté sur le caractère aléatoire de la reconnaissance de ces œuvres comme Candide d'être récupérées dans un musée. Bon, mais enfin, est-ce que... Comment ça se fait? Est-ce que, par exemple, des personnes comme vous, c'est-à-dire des personnes qui écrivent des livres, vous avez un rôle qu'on peut appeler de discrimination, quand même, entre toutes ces productions? Et si oui, selon quels critères? Alors moi justement, je m'accroche toujours à l'histoire de l'art. J'ai une formation en art classique. Et donc ce sont des œuvres qui m'intéressent au-delà de l'émotion palpable quand on est en face de telles œuvres ou de tels artistes. Et moi je pense que plastiquement ça tient très bien. Je trouve que des dessins de Wölfli par exemple sont aussi beaux pour moi que des dessins de chamans aborigènes. Vous voyez, une manière de faire circuler, d'associer les couleurs, de jouer les symétries, de jouer la minutie. Enfin, plastiquement, il y a un certain nombre de critères. Et puis, ce qui est dit du monde me touche énormément, parce qu'autant la personne peut être dans une situation douloureuse, autant je trouve ce qui nous est donné, globalement, ne nous parle que des choses essentielles. C'est de l'humain, c'est du concentré d'humain tout le temps.
Et je trouve que ce qui est dit du monde me paraît important. Et puis il y a une liberté. La première chose, c'est qu'il y a une liberté qui est prise avec la figure. Quand Aloïs peint des personnages transparents, moi je trouve ça merveilleux. Alors je comprends très bien qu'on puisse ne pas aimer, mais par exemple ce dessin où les deux seins comme des pivoines, comme ça, le ventre transparent avec une espèce de femme qui flotte dans le cœur de son ventre, et puis les yeux qui sont comme des lacs, comme ça, complètement aveugles, quoi, qui sont comme des plans d'eau, enfin, je sais pas, moi je trouve. Et puis ces systèmes très concentriques qu'on trouve souvent et qui pour moi incarnent très bien l'aura, l'auréole, on aurait dit à une autre époque dans une autre peinture. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans des images comme celle-là. Et le dialogue des couleurs entre elles, la couleur aussi, parce que c'est vraiment une époque, dans l'art moderne et contemporain, la couleur, à part dans le pop art, on la cherche quand même. Mais je trouve qu'il y a une audace des harmonies de couleurs qui est touchante. Mais enfin, je comprendrais très bien que quelqu'un dise c'est sympa, mais plastiquement c'est faible, hein, parce que qui détient la vérité, en tout cas. Moi, je suis touchée intimement, j'allais dire, par ces laissés pour compte. Donc, évidemment, ça fausse mon regard parce que la marge me plaît toujours plus que le centre. Mais après, plastiquement, je pense que ça se défend quand même parce que je crois que c'est une belle image. Pour moi, c'est un Matisse. Pour suivre son raisonnement, celui qui n'est pas chef de cordée en art brut, c'est Pouvel. Eh bien non, justement, parce que je pense que... Oui, mais je pense que pour le public, c'est un art qui est fabuleux parce qu'on n'a pas besoin de guide. On rentre dedans, on fait sa promenade, on sait de quoi on nous parle. Je veux dire, je pense que dans tous les pays du monde, cette image-là parle d'amour. Et c'est déjà très fort d'avoir trouvé des archétypes universels. Mais ceux qui n'ont pas ce talent, ils sont relus. Pas du tout. Plein de façons d'être artiste et de créer. Et j'adore aller au musée du Louvre, regarder les peintures italiennes du XVe siècle, il n'y a aucun problème. Je pense qu'il n'y a pas une vérité, on le sait tous, c'est pour ça qu'on aime l'histoire de l'art, je pense qu'on pratique l'art, il n'y a pas une vérité, ce n'est pas des mathématiques, l'art. Mais dans les familles sous degrés. Celui qui n'a pas ce talent-là, dans l'art brut, il peut dégager. Il y a des artistes et puis il y a des amateurs, c'est ça que vous voulez dire. Il y a des artistes et des amateurs, un artiste c'est un artiste. Il y a des bons bruts et des mauvais bruts. Et des truands aussi. Des bons, des bruts et des truands. Oui, est-ce qu'il y aurait des hiérarchies qu'on dirait que celui-là il vaut 19 sur 20, celui-là il vaut 17 sur 20 peut-être que c'est un fantasme de penser qu'il y aurait plus de tolérance dans le monde des artistes bruts, parce qu'effectivement on constate maintenant qu'il y a une foire d'art brut, on constate qu'il y en a un ou deux, comme le Mineur Le Sage, tout le monde rêve d'avoir un tableau du Mineur Le Sage, parce que voilà, parce qu'il a passé un an sur un tableau, et peut-être il n'y a pas grand monde qui a passé un an sur un tableau. Mais c'est comme dans tout, on voit la pâtisserie, les éclairs au chocolat, des tartes au citron, et puis il y a un pâtissier qui va faire un éclair meilleur que le pâtissier voisin. Il y a le fou génial, et puis celui qui n'est que fou. C'est ce que je veux dire. Ouais. Je pense que de toute façon, ceux qui sont des vrais artistes comme ceux-là, ils sortent de la folie. Je ne suis pas médecin, donc je peux discuter avec les médecins. Moi, je voudrais vous poser une question brute. Je vous remercie d'abord pour votre exposé qui est très intéressant parce qu'il ouvre sur des mondes que vous avez montré un petit peu en images également. Qu'est-ce que c'est qu'un artiste? Parce que il y a des personnes qui, par exemple, je pense au peintre du dimanche, il y a des personnes qui s'autoproclament artistes. Et quid de ça par rapport au monde des artistes bruts que vous nous avez présentés, de l'art
moderne, contemporain ou classique, reconnu. Voilà. Est-ce que vous en dites? C'est peut-être aux artistes de répondre. Je ne vais pas prononcer ce soir le prononcer, donc il y a du jour. Mais en tout cas, moi je ne suis pas artiste, mais de fréquenter beaucoup d'artistes, je crois qu'il y a une chose qui est quand même évidente, c'est que les artistes le sont nécessairement. Il n'y a absolument pas de choix possible. Ce n'est pas des gens qui ont une occupation, c'est des gens qui réussissent à s'inscrire dans une société parce qu'ils produisent une image ou une forme. Et s'il n'y avait pas ça, leur équilibre ne tiendrait pas. Et en art brut, pour faire le parallèle, j'allais dire, ceux qu'on a repérés comme des artistes bruts sont, je pense, des gens qui ont gagné sur la folie. Parce qu'ils ont construit une œuvre et elle les a fait tenir debout. Et alors, c'est peut-être trop caricatural, mais en tout cas, c'est un état d'être d'artiste. C'est pas de vendre des choses chères, c'est pas d'avoir un atelier. C'est des gens, ils se réveillent le matin, ils pensent art, ils se couchent, ils pensent toujours art, ils rêvent art. Il faut qu'ils fassent une œuvre comme d'autres ont besoin de faire un gâteau, il faut qu'ils fassent une œuvre. C'est un état d'être, je crois. Est-ce que je dis une grosse bêtise? Un petit mot dessus? Non. Alors, ça sera un grand mot la séance prochaine. Il y avait... Oui, pardon. Alors, s'il vous plaît, est-ce que l'art brut est uniquement pratiqué par des personnes qui ont des troubles mentaux Au départ, on l'a identifié à partir de collections en psychiatrie, mais très vite, Jean Dubuffet s'est rendu compte que à partir du moment où quelqu'un était trop seul et avait beaucoup de temps devant lui, on voyait sortir des choses différentes. Mais ces choses sont concentrées parce que plastiquement sont concentrées ou symboliquement sont concentrées parce que la personne subit un isolement. Mais il y a des œuvres très belles dans les collections qui viennent de prison, et il y a des œuvres qui viennent de toutes sortes de métiers isolés, début du XXe siècle, avant le téléphone et avant Internet, et avant la télévision, je sais. Pour certaines personnes, il n'y aura plus d'art brut aujourd'hui parce qu'on n'est plus jamais seul. Mais, il y avait un très beau livre de Michel Thévos qui est sorti en 1995 qui s'appelle Requiem pour la folie. Et dans ce livre, il disait les seuls endroits où on va trouver encore des choses merveilleuses, ce sera dans les maisons de retraite, parce que là, on laisse des gens à l'abandon, et là, il va y avoir des réflexes de survie qui vont passer par la création. Enfin, je me dis mal, c'est beaucoup plus beau. C'est un livre à lire, un Requiem pour la folie de Michel Thévos. Thévos, T-H-E-V-O-Z. Mais en gros, tout ce qu'a écrit Michel Thévos, c'est le grand théoricien de l'art brut au monde. Il a 82 ans, donc il faut profiter de lui, il faut aller à Lausanne le rencontrer, parce que c'est quelqu'un de très très important. Oui, j'avais vu l'exposition à la ville, à la ville de Basque, au moment de l'ouverture, qui était tombé là par hasard, par chance. Et vraiment, j'avais été très émue aussi par tout ce qui était exposé. Vraiment, ça suscite l'admiration, également. Ça suscite beaucoup d'émotions, mais l'admiration. Oui, parce qu'en parler avec une projection, c'est une chose, mais je crois qu'effectivement, tous ceux qui ont été dans une exposition d'art brut ont tous dit ça, c'était émouvant, c'était bouleversant. Et c'est ce qu'on demande souvent à une œuvre d'art. Et c'est vrai que dans les musées d'art moderne et contemporain, on est souvent sous contrôle. Et il y a une magie qui passe, quoi. Est-ce que je peux vous demander si Cécile restaure quelque chose de vous-même qui a été exposé récemment à la Maison Rouge, vous la classez dans art brut? C'est compliqué. C'est une œuvre très originale de quelqu'un qui a connu les purges qui étaient imposées aux gitans par les nazis et qui a travaillé dans un état du début. Moi, je ne me prends pas dans mes critères que j'ai essayé d'isoler, parce que la démunition totale et l'isolement, il y a ça dans cette œuvre-là. Mais plastiquement, moi je trouve que ça s'apparente beaucoup plus à ce qu'on appelle le fauvisme ou l'expressionnisme. Voilà, c'est plus apparenté à l'art moderne et contenu moderne
qu'à l'art brut, où il y a cette espèce, je trouve, l'art brut est quand même dans un espèce de monde à part, où on sent pas au premier degré la violence du monde extérieur. Même quand Darger fait ses guerres d'enfants, là, il y a quelque chose d'irréel dans les mises en scène. Tandis que cet artiste, Stoschka, là, c'était quand même, me semble-t-il, plus en prise avec le monde réel. Mais je peux me tromper. Oui. Excusez-moi, je n'étais pas. Voilà, ça y est. Je suis très étonnée, arrivée à ce temps de votre conférence, parce que moi, c'est la première fois que je viens ici. Je m'attendais à à un exposé, à une discussion qui traiterait de l'art. Or, je me rends compte que plus le temps passe, plus vous faites un travail dans l'humain. C'est-à-dire qu'en vous écoutant, l'art devient presque secondaire par rapport à l'itinéraire des gens dont vous nous avez parlé, des êtres dont vous nous avez parlé, de leur solitude, qui fait que s'ils travaillaient de cette façon avec des couleurs, ou avec des objets, ou avec des matières, ou avec des mots, c'était pour survivre, c'était pour sauver leur peau. Et je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que vous faites un travail de parole, en fin de compte, opposé complètement à l'élitisme. C'est-à-dire, au lieu de faire une caste de lettrés, d'intellectuels, de savants de l'art, qui se retrouvent entre eux, dans l'entre-soi, qui parlent d'art, parlent avec beaucoup de simplicité, d'êtres qui ont laissé une trace, d'ailleurs, parfois sans le vouloir, sans le reconnaître, et ça donne envie d'avoir des amis. Grâce à vous, je vais continuer à faire de l'histoire de l'art, je crois. C'est le plus joli compliment que j'ai jamais reçu. Merci. Il y a une question. Non, je peux parler fort. Pardon. Oui, je vais vous demander merci d'abord pour votre exposé. Et alors, il semble dans les œuvres et les artistes que vous avez présentés qu'il y a une certaine unité dans leurs œuvres. C'est-à-dire qu'ils font des poupées, ou ils font des tableaux qui ont des couleurs relativement les mêmes, des thèmes qui sont les mêmes, etc. L'exemple de Séraphine de Senlis est quand même assez caractéristique par rapport à ça. Enfin, elle a fait des œuvres qui sont très caractéristiques. Est-ce qu'il y a des artistes dans l'art brut où vous pourriez dire qu'ils ont fait des choses très différentes? C'est pas mon point de vue, c'est le point de vue de Michel Thévaux, si vous lisez son livre par exemple, ou de Lucienne Perry, qui est aussi quelqu'un qui a dirigé le musée de Lausanne et qui a fait un livre qui s'appelle L'art brut. Moi j'ai toujours envie de faire des familles, je crois, donc moi je pense qu'il y a des fils rouges. Je ne crois pas beaucoup à l'individu, donc c'est peut-être un défaut. Le même artiste aurait fait des choses très différentes. Ah, le même artiste qui aurait fait, comme font certains artistes contemporains. Il y a un caractère obsessionnel dans l'art brut et on constate effectivement qu'il y a la notion de progrès, c'est peut-être aussi ça qui me les rend très sympathiques, elle n'est pas tellement à l'œuvre. Donc, il y a une identité très forte, mais c'est vrai qu'Aloïse va faire des couples de princes et des princesses toute sa vie, Darger des bagarres d'enfants toute sa vie, Wolfli des labyrinthes toute sa vie. C'est vrai qu'on ne sent pas forcément d'évolution, ce qui désole aussi certains art thérapeutes qui essaient de faire évoluer ce type d'artiste pour avancer, mais qui se trompent peut-être. Mais je parle beaucoup là, j'aimerais mieux. Je vais finir par dire des bêtises, je crois. Je crois que vous disiez que le premier livre sur l'art brut date de 1973, si je me trompe, si j'ai bien écouté. Oui. Mais il me semble avoir vu un film sur Héloïse dans les années 70-80, joué par des films séries, je ne sais plus qui était le cinéaste, un film suisse sur Héloïse.
Donc, moi, c'était une découverte. Aloïse a eu la chance d'avoir cette femme médecin qui s'appelait Jacqueline Poré-Forel et qui l'a protégée et qui l'a mise en valeur. Et d'ailleurs, tout à la fin de sa vie, Aloïse a même eu une exposition avec un catalogue qu'elle a vécu, elle, un petit peu comme Séraphine de Senlis aurait dû l'avoir. C'était montré dans le film. Ouais. C'est un film en noir et blanc d'ailleurs, je crois, non? Viviane de Camalet. Viviane de Camalet. Un brut fait des bulles. On va peut-être arrêter donc, la conférence ici avec ce débat. En tout cas, je crois qu'on peut remercier Françoise Menin. C'était un exposé tout à fait intéressant et puis je crois que le débat qui a suivi a permis d'apporter tout un tas d'éclairages très riches. Donc merci. Je rappelle que la semaine prochaine, nous avons la 4e et dernière séance en tant que telle de notre cycle. Et là, alors, Xavier Bantagy qui est ici, Éric Vassal, sont deux artistes qui vont animer la séance, et je crois qu'à travers le débat qui s'est ouvert ce soir, il y aura matière pour ces deux artistes à s'exprimer. Je rappelle que donc, le thème, c'est l'artiste, le marchand et l'art à l'épreuve de la mondialisation, la question de l'avant-garde de Marcel Duchamp à nos jours. Au-delà de ça, donc on aura largement à parler de cette condition d'artiste et de la problématique par rapport à leur production. Donc, et puis derrière, le samedi matin qui suivra, il y aura la visite de l'atelier. Xavier Bantagy nous recevra dans son atelier. Il y a 30 personnes qui peuvent s'inscrire. Je crois qu'il y a déjà pas mal d'inscriptions, mais il reste quelques places. Donc si vous voulez, c'est à la sortie que vous pouvez vous inscrire. Voilà, merci à vous tous.